Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel dédiée encore aujourd'hui à ZW3D. Je vais dans cette vidéo refaire une tasse à café de façon à faire la même chose que la tasse que j'avais modélisée sur CATIA V5, une tasse ici donc sur ZW3D avec comme objectif de faire de jolis raccordements en courbure entre l'anse de la tasse et le corps de la tasse. Alors, comme avec Katia, l'idée ici est de marier la conception solide et la conception surfacique, profiter de l'associativité de ce surfacique implicite avec le solide pour faire comme dans Katia, aller chercher à améliorer le solide en produisant des surfaces de raccordement en courbure. Classiquement, j'ai d'abord dessiné une esquisse qui représente la tranche de cette tasse. Je vais ensuite en faire une révolution. Je l'ai inscrite ici dans un rectangle que l'on voit ici en trait de construction qui représente en fait les grandes dimensions de la tasse, c'est-à-dire 40 mm de haut et puis 25 mm de rayon. Ça nous fait une tasse d'à peu près 50 mm de diamètre, ce qui est une tasse, on va dire, une tasse à café expresso. Alors, si l'on sort de l'esquisse, avec le bouton sorti ici, j'avais déjà fait la révolution, donc la voilà qui s'affiche à l'écran. Cette révolution, j'en ai profité aussi pour faire les petites encoches en dessous de la tasse, et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'opération de congé de raccordement sur ce genre de choses. Alors, au début, en fait, je cherchais un peu mes marques sur ZW3D. Pour faire un rayon comme ça, je m'y prenais de la façon suivante, donc un congé, et puis je sélectionnais en fait le congé, arête par arête, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement long, mais qui donne bien évidemment un résultat. Donc si je continue comme ça à sélectionner mes arêtes, voilà, voilà, encore un petit peu, voilà. Donc là, à partir de là, on peut donc valider, ici avec le bouton valider. Et si on cherche d'ailleurs à faire une propagation de ce rayon tout autour des arêtes, on voit qu'il n'y a pas ici d'option. On a beau en fait ouvrir tout ça, on n'a pas d'option de propagation en continuité en fait sur une boucle d'arêtes. Donc ici je valide. Il fallait donc aller chercher un peu plus loin. Donc j'ai trouvé ce qu'il fallait faire, tout simplement. Bon, j'ai pas lu forcément plus l'aide, mais j'ai un peu fouillé. Généralement, quand on se penche sur un logiciel, il faut essayer un petit peu tout, essayer de trouver dans les boîtes à boutons, dans les menus contextuels, etc., s'il y a quelque chose. Et effectivement, dans le menu contextuel, ici on ne trouve pas donc de moyen de faire une propagation sur les arêtes, mais quand on commence à sélectionner ici, on peut faire un bouton droit et à ce moment-là, on peut faire une sélection par chaîne. Donc, sélection par chaîne, on sélectionne ici et on continue. Et à ce moment-là, en fait, ZW3D a trouvé le moyen de boucler sur cette chaîne d'arête. Là, il suffit de faire valider. Voilà. Donc ça, c'était juste pour l'information. C'est bien, on retrouve un peu la même chose dans tous les logiciels. Ça aurait été une grosse lacune, mais heureusement, la fonction était bien présente, même si elle est un petit peu cachée. Pour la suite, je vais mettre tout de suite une courbe pour représenter le trajet de l'anse, tout simplement. Donc on va se mettre dans ce plan XZ, dans le plan XZ. Donc on va sélectionner le plan, on va dire, hop, dans ce plan-là. Voilà, je suis à l'envers. C'est dommage qu'on ne puisse pas retourner en fait la CAO. Donc on va faire comme ça, voilà. Allez, on va faire comme ça, peu importe si on n'est pas bien aligné par rapport à l'écran, c'est pas grave. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est faire un contrôle flèche du curseur du clavier, faire tourner le modèle, donc flèche de droite, flèche de gauche, flèche du haut, flèche du bas, etc. Donc on va rester comme ça, c'est pratique. Donc ça permet de tourner en fait par rapport au trièdre global du modèle. Donc on va aller ce coup-ci dans filaire, et dans filaire, on va rajouter tout simplement une courbe. Une courbe ici, on va prendre une courbe avec point de contrôle, c'est une courbe NURBS, tout simplement. Donc on va aller de ce côté de la pièce, pourquoi pas, et on va positionner différents points. Donc ici,
ZW3D semble attraper des points sur la surface. Donc ça, je vais éviter, je vais me mettre à côté tout simplement. Et je vais mettre un point, 2 points, 3 points. On voit l'anse maintenant se dessiner. 4 points, on va dire 5 points ici. Je valide. Voilà, avec le bouton milieu pour arrêter en fait de positionner des points. Et ensuite, je vais pouvoir dézoomer un peu, bien sûr, et tirer un peu sur ces poignets, je pense, voilà, pour déformer un petit peu l'anse. Je rappuie à chaque fois sur le bouton 2 pour ne pas ajouter de points. Faire comme ça, voilà. Bon, on va laisser ça comme ça. À la limite, ce que je peux faire, je sais pas si je peux faire décaler. Non, ça va le mettre sur la tasse, donc ça ne m'intéresse pas. Donc on va laisser ça comme ça, on va valider. Hop, et maintenant j'ai une anse. Bon, du moins le trajet de l'anse. Dans l'arbre des spécifications, on retrouve bien sûr notre solide ici, hein, et puis on retrouve en dessous maintenant un conteneur marqué filaire avec notre nouveau filaire. Ça par contre on va peut-être pouvoir le cacher et puis on va intervenir là-dessus. Alors on va intervenir sur la courbe ici, donc bouton droit on l'édite avec cette icône, hein, redéfinir, voilà. Et ce coup-ci maintenant je vais pouvoir tirer un peu sur ce nœud ici, le ramener par là, et puis celui-là aussi pour le ramener un petit peu dans la pièce. Voilà, donc je valide. Donc on a toujours notre filaire et ici on va pouvoir donc montrer, voilà, la tasse, et à ce moment-là le filaire rentre dedans, on le voit qui rentre à l'intérieur. Donc à partir de ce filaire maintenant je vais tracer un balayage solide pour obtenir la forme de l'anse. Donc ce balayage solide, on est un petit peu trop au bord, on va modifier ça après, c'est pas grave. On va faire un balayage solide et puis surtout on fera en sorte de faire une relimitation partielle comme on dit sur CATIA V5 de façon à faire une union entre les deux solides, hein, le futur solide de l'anse et puis le solide de la partie creuse ici, en faisant en sorte que le bout qui dépasse à l'intérieur disparaisse. Donc on va un petit peu expérimenter tout ça. Donc à la limite, on va cacher, voilà, il suffit de cocher, de décocher, finalement c'est pratique. On va faire maintenant un balayage avec ça, mais pour faire un balayage avec ça, il me faut un profil, et pour faire un profil là-dessus, il faut faire un profil dans un plan qui soit perpendiculaire à la courbe. Donc l'enjeu maintenant, ça va être de faire un plan. Donc, les plans de travail sont ici, et voilà. Et maintenant, il faut que j'apprenne à me servir de ça. Pour apprendre à me servir d'une fonction, je me suis refait un petit modèle dans un coin. Donc ici, je reprends, donc j'ai créé une courbe et je vais essayer de créer un plan. Alors un plan, on a différentes options. Et ici, plan tout court, on voit qu'une petite ampoule. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est semi-automatique. Par 3 points, plan X, Y, YZ, etc. Écran, 2 entités. Bon. Aligné, décalage. Bon, on va essayer comme ça. Alors, bah tiens, tout simplement avec la première option, avec le plan intelligent, là on voit que de toute façon, le logiciel a l'air de faire un plan normal à la courbe. C'est exactement ce qu'il me faut. Apparemment, ça, il arrive à s'aimanter sur les points. Donc si on se met au bout, clac, hop, ici, et qu'on valide, finalement on obtient précisément ce que l'on souhaite. On a réussi à faire un plan perpendiculaire à cette courbe, donc c'est parfait. On va faire pareil donc dans le modèle de la tasse. Maintenant qu'on a notre plan de travail pour l'esquisse, on va donc créer une esquisse. Alors une esquisse donc sur ce plan-là, on voit que l'origine est ici. Alors l'origine est ici, pourquoi? Parce qu'a priori, ça serait l'origine du modèle projeté dans ce plan-là. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans CATIA quand on fait une esquisse dite glissante. Et ici c'est une esquisse glissante aussi. Par contre on peut faire une esquisse positionnée ici. Il suffit de préciser par exemple l'origine. Préciser l'origine, on va montrer tout simplement hop, le bout de la courbe. On va dire valider. Voilà. À ce moment-là, effectivement, on se retrouve dans une esquisse positionnée au bon endroit. Donc on va pouvoir faire maintenant, à mon avis, une ellipse. Alors une ellipse, voilà. Alors on a quoi comme option? On va prendre la première option, certainement. Centre, limite, non. Centre et angle, bof.
Coin et angle, donc on va prendre, alors on me demande un premier point, un deuxième point, donc le premier point ça va être le centre, j'imagine, tac, et le deuxième point, on va faire quelque chose à peu près comme ça. Et puis on va tout de suite mettre des dimensions là-dessus, alors je sais pas, premier point, deuxième point, on va mettre, je sais pas, moins 4,8. Non, on va faire 8,4. 8,4 et puis bah non, on va faire 4,2. C'est un peu petit. Bon, on va voir, on va dire valider. Alors ici j'ai les couleurs pour savoir si c'est bien contraint ou pas. Ça reste noir, c'est dommage. Alors pourquoi ça reste noir? Parce qu'en fait on peut déplacer ce machin, on n'est pas relié au centre, ça veut dire qu'il manque des cotes. Alors pour coter ce truc là, ça va pas être simple. Je sens que ça va pas être simple. Alors c'est marrant parce que déjà dans Katia c'est un peu la merde avec les ellipses. Là ça va pas être mieux. Alors on va aller dans contrainte, et dans contrainte qu'est-ce qu'on a? Il faudrait faire une cote par exemple entre le centre ici et puis l'ellipse. Alors l'ellipse à quel endroit? Ça c'est pas gagné. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On a des outils bizarres, tiens on a contrainte automatique, tiens on va voir si ça peut nous aider. Contrainte automatique, alors point de référence, c'est par rapport à ça bien sûr. Entité, c'est celle-là. Contrainte, bah, on va le laisser mettre un peu tout ce qu'il veut, hein, je pense que c'est ça. Et puis on va dire valider. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a fait alors? Ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a rajouté deux cotes. Apparemment deux cotes. Qui sont attachées ici à quelque chose de tangent, donc le bord là. Et puis le bord ici. Ah, donc ça c'est intéressant. Donc là par exemple si je marque quoi? Si je marque 2, donc on s'éloigne comme ça. Il faudrait marquer moins 2, ça je suis pas sûr qu'il accepte. Je vais essayer, tiens, moins 2. S'il accepte, donc ça permet déjà de se repositionner au bon endroit, dans le sens là. Et ici, 1,82, en fait, il faudrait mettre donc 4. Voilà, et on serait au bon endroit. Donc pour faire ça, il faudrait que cette cote-là soit égale. Donc là, il faudrait faire une petite fonction. Sélectionner variable, sélectionner cote. Donc sélectionner cote, on va dire. Celle-là, et il faut dire donc diviser par 2. Je crois que j'ai le droit de faire ça. Est-ce que c'est bon ça? Oui, c'est bon. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on ne voit pas en fait directement graphiquement que cette cote de 4 est liée à la cote de 8. Ça se voit pas, c'est dommage. Alors que dans Katia, on a un petit f de x à côté qui nous dit qu'il y a au moins une formule dessus. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais dire, c'est cette cote-là. Hop, on divise par 2. Divisé par 2. Ok. Voilà, je redouble-clique dessus. Effectivement, on a bien une formule dessus. Donc a priori, maintenant, si je modifie ça, et que je passe à 9 par exemple, on devrait avoir 4,5. Voilà, 4,5, c'est bon. CTRL Z, et si ici je passe à 5, on a 2,5. C'est parfait. Voilà, c'est bon, on sort, et on a ce qu'il nous faut dans le 3D. Ça c'est parfait, maintenant la prochaine étape sera de faire un balayage. Donc c'est parti, balayage solide. Alors qu'est-ce qu'on a? On a balayage variable, non merci, spirale non plus, tuyau et balayage profil. On va essayer balayage tout simple, hein, on va pas s'embêter. Alors le profil, c'est celui-là, et la courbe dite directrice, alors c'est bien parce que quand on passe dessus on a tout de suite l'aperçu, a priori c'est ce qu'il me faut. Ça s'appelle ici la directrice. Moi j'appelle ça une courbe guide. Donc on va sélectionner. Qu'est-ce qu'on a? Origine aux intersections, tangent trajectoire, torsion minimum, etc. Échelle, torsion, réglage. Alors on a quoi là? Les deux, initial, final, aucun. Conserver les courbes, fusionner les faces tangentes, oh là là.
Bon, il y a un certain nombre d'options là-dedans. Pour l'instant, je m'en fiche pas mal. A priori, c'est ce que je cherchais à obtenir. Alors, ça va donner quoi avec l'autre solide? Voilà. Alors, on voit que ça ne va pas. Voilà. Parce que là, ici, je suis trop haut. Ici, je suis trop bas aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ma courbe. Donc, je réaffiche ma courbe. Je ne sais pas si on la voit ici. Non, on ne la voit pas. Ou alors elle est à l'intérieur, non, on ne la voit pas. Donc je vais cacher cet objet-là, je vais cacher cet objet-là, et cette courbe-là, pourquoi je ne la vois pas? Bonne question. Montrer. Ah, encore quelque chose que je n'ai pas compris. Alors si ça se trouve, on ne la voit pas parce qu'elle était absorbée par le balayage, tout simplement. Par ce fameux balayage ici, ce qui fait qu'il a dû cacher, lui, ses parents. Même si ici, théoriquement, on la voit. Alors c'est pas grave, parce que de toute façon, cette courbe-là, on a accès par courbe 1 ici. Donc ce que je vais faire peut-être, on va voir si ça marche, je vais faire ici un redéfinir. Voilà. Redéfinir ici. Je vais me mettre donc ici, ah ben, on va jouer avec les boutons là, les boutons du clavier, avec le curseur du clavier. Donc c'est pas ça, c'est ça, voilà. Hop, donc je dézoome un peu et je vais maintenant déplacer gentiment ce truc là ici. Hop, je remonte un petit peu celui-là. Voilà, je peux remonter un petit peu celui-là aussi, tant qu'à faire. Hop, et je vais sortir, et en principe, ça doit se remettre à jour. Donc si je montre ce balayage, effectivement, il est plus serré. Et voilà, donc j'y suis allé trop fort. Donc je vais revenir ici, voilà. Oui, sauf que il faut que je cache. Alors j'ai pas le droit de cacher mon trait ici, c'est dommage. Il se passe rien si je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là, je vais faire annuler, je vais cacher ça, et je vais ensuite revenir là-dedans, dire modifier, voilà. Ici donc je suis monté de trop, alors je m'en sers certainement très mal. Je devrais pouvoir modifier tout ça en même temps que j'ai la visualisation de la tasse, mais là, je ne maîtrise pas très bien encore, c'est pas grave. Je vais faire comme ça, donc je valide, c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal, on va pouvoir maintenant tenter de faire un joli raccordement à partir des surfaces, cette surface-là et cette surface-là. Donc avant de faire cette opération surfacique qui va consister à faire ce raccord en courbure entre les deux morceaux de cette pièce, il convient ici de faire une opération de relimitation partielle, enfin dans CATIA ça s'appelle une relimitation partielle, c'est-à-dire une union des deux morceaux solides que l'on retrouve ici dans l'arbre des spécifications S1 et S3, en faisant en sorte de faire disparaître les extrémités qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça, on va le trouver, j'ai regardé un petit peu avant, on va le retrouver dans les opérations booléennes, tout simplement, ici dans modèle, qu'il faut comprendre ici, cet onglet modèle comme les outils solides, de conception solide. On va donc faire booléenne ici, on a base et opérateur, c'est-à-dire les deux pièces. Ici on va prendre ajouter, puisqu'on veut bien ajouter, faire une union entre les deux morceaux. Donc S1 le voilà, et S2 le voilà. Ensuite frontière c'est l'endroit par lequel la pièce en fait va s'arrêter, va être coupée. La pièce ici, la deuxième pièce, va être coupée, donc je vais montrer cette surface, et je vais dire ici valider. Donc ça a fonctionné, tout simplement, ça a coupé donc la partie qui dépassait à l'intérieur, et ça a bien fait une union. On voit apparaître ici une arête d'intersection entre les deux pièces. Donc je pense que c'est comme ça qu'on s'en sert, en tout cas ça a marché, tant mieux. C'est peut-être un peu plus subtil que ça dans l'utilisation de cette fonction, mais en tout cas ça a marché. Pour faciliter le travail de construction du raccordement entre l'anse et la tasse, j'ai coupé la tasse en deux pour faire un peu de la même façon que dans le tutoriel de la tasse sur CATIA V5.
fait, je ne l'ai pas vraiment coupé en deux, j'ai repris les définitions ici de la révolution. Plutôt que de faire une révolution sur 360 degrés, je l'ai faite sur 180 degrés, ce qui a produit une surface. Une surface, c'est-à-dire quelque chose d'ouvert, ce n'est plus un solide. Lorsque ZW3D fait ici une révolution sur un angle inférieur à 360 degrés, cela ouvre tout simplement la face, ce n'est pas un solide, mais une surface. Alors pour Lance, c'est à peu près la même chose. J'ai repris tout simplement l'esquisse qui se retrouve balayée sur la courbe guide, et cette esquisse qui était au départ une ellipse complète, je l'ai transformée en demi-ellipse, ce qui donne ici cette fameuse surface donc ouverte. Dans ZW3D, par rapport à Katia, dans ZW3D, la frontière entre le solide et le surfacique est très mince, puisqu'il suffit simplement d'ouvrir le solide en supprimant une face, pour dire que l'on passe dans le monde surfacique. Il suffit alors du coup de refermer une surface, un ensemble de surfaces ouvertes, pour immédiatement transformer la chose en solide. Donc ici c'est extrêmement intéressant, puisqu'on va pouvoir très facilement passer de l'un à l'autre, retoucher un petit peu la forme au niveau de l'anse ici à cet endroit-là. Je vais découper simplement les faces, ça sera du travail surfacique. Je vais faire ma surface de raccord au milieu de tout ça, et puis ensuite, eh bien, je n'aurai qu'à faire juste la symétrie de l'ensemble pour provoquer donc la naissance de ce solide. Donc ici, on est parti du solide, hein, de toute façon, on a toujours cette opération booléenne entre la tasse et l'anse. Si l'on regarde dans l'arbre, hein, dans l'historique ici, on voit que l'on a en fait un seul objet, hein, l'objet surface 1, et ici juste un filaire qui correspond simplement à la courbe qui passe au milieu de l'anse. L'historique ici montre la construction petit à petit de cet ensemble. On a la révolution de la tasse, on a des petites extrusions ici pour faire les encoches en dessous, des dépouilles qui vont avec, les congés pour arrondir un petit peu les angles. On a ensuite d'autres congés, et puis bien sûr le balayage de l'anse et l'opération booléenne de relimitation partielle. Nous allons donc continuer cette construction surfacique en provoquant la naissance de courbes sur l'anse et sur la surface, cette surface de la tasse, pour pouvoir donc découper ces deux surfaces et ensuite produire donc les surfaces de raccord avec une continuité en courbure. Donc on va aller ici dans filaire, et dans filaire ici, on va prendre un outil qui nous permet de décaler cette courbe sur l'anse. Donc décalage, typiquement décalage, et ici on a deux options, on a un décalage dans le plan, hein, ou décalage 3D, ici, et décalage sur une face, donc c'est sur une face, c'est ce qui nous intéresse. Donc courbe, on va choisir la courbe, la face, on va par exemple choisir cette face, on voit apparaître de drôles de courbes, et surtout la courbe verte qui se trouve ici, qui correspond au décalage. On voit que ça n'est pas dans le bon sens, bien sûr, donc on va ici, plutôt que de mettre 10, on va mettre moins 10, parce que je ne pense pas qu'il y ait de quelque chose pour inverser le sens. Non. Donc on va mettre moins 10. On va essayer moins 10. Voilà. Donc moins 10, on se retrouve ici, alors c'est peut-être un peu trop loin. On va donc augmenter un petit peu la distance. On va mettre, voilà, 6 mm. Ah, ça c'est pas pratique, par contre. Voilà. 6 mm. C'est là j'aimerais bien avoir une Space Mouse pour bouger comme je veux en fait le 3D. Ça, ce serait bien pratique. Voilà, on va accepter ce résultat, on va dire OK. Et puis on va faire pareil sur cette surface. Donc cette nouvelle courbe se trouve ici dans le filaire. On va faire la même chose, donc décalage, décalage sur surface, courbe toujours la même, face on va dire celle-ci. Alors c'est trop grand ici, donc on va s'arranger pour réduire cette taille. Voilà. On va dire comme ça. Alors ici, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est un décalage qui se termine précisément sur ce point. Ça, apparemment, je n'ai pas d'option. Je n'ai pas d'option pour faire ça, c'est bien dommage. Enfin, je ne pense pas d'ailleurs. Si je fais un bouton droit ici, augmenter, diminuer, ici, d'ailleurs, distance, entrée dynamique, au point. Ah, au point, ça peut être sympa. Je vais dire au point et je vais montrer ce point. On va voir si ça marche. Là, j'ai pas vu de différence.
J'ai pas vu de différence. Je vais dire OK. Bon, très franchement. Alors je vais éditer pour voir. J'ai bien dit au point. Alors si j'appuie là-dessus, je pense qu'on peut éditer. Ce point, ça sont ses coordonnées sur entité, c'est bien ce que j'avais demandé. Je vais réessayer. Ben non, il est bien sélectionné. Alors pourquoi la courbe ne veut pas aller sur ce point? Alors là, c'est mystérieux, je ne sais pas. Bon, on va laisser comme ça. X, Y. Ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va laisser comme ça, on va dire valider. Recommence, je recommence au point, je vais aller à ce point-là. Ah, décidément, là, j'ai fait une erreur. Bon, ça fait rien, je vais supprimer ça. Voilà, et je garde cette courbe, c'est pas mal. Bon, c'est parce que je sais pas encore bien m'en servir. Donc on va accepter simplement ça, et puis ben, on ne changera pas la position de lance par la suite. Alors, à partir de là, ce qui serait pas mal, ce serait de découper les surfaces par ces courbes. Alors, on va avoir ça certainement dans les outils de surface. On va trouver ça, je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Dans ajuster avec face, non, c'est ajuster avec courbe. Donc ajuster avec courbe, la face, il s'agit de cette face. La courbe, il s'agit de cette courbe. Et le côté à conserver, c'est là. Tac, voilà. Comme ça, on a fait un trou. C'est exactement ce que je voulais. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va dire donc la fonction ajuster avec courbe. La face, celle-ci. La courbe, celle-là. Côté à conserver, celui-là. Validé. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je vais créer des courbes de raccord ici et en dessous pour pouvoir avoir 4 bords pour pouvoir tendre une surface. Alors pour la suite, on va créer des courbes de raccordement avec continuité en courbure entre les deux. Alors on va trouver ça évidemment dans filaire et on a des courbes de raccord ici. Alors, courbe de raccord, alors ça c'est une fonction qui est très bien. Je vais déjà me rapprocher un peu, ce sera plus facile. Je veux partir de là et je veux aller là. Voilà. Donc c'est très important, j'ai bien attrapé les points, extrémités, et j'ai bien attrapé surtout les arêtes, en fait, des deux faces qui sont ici. Alors, on peut jouer sur quoi maintenant? On peut jouer sur la tension, et on peut jouer aussi sur le type de continuité. Alors, ici, je ne veux pas de la continuité en tangence, mais la continuité en courbure. Sur l'autre aussi, courbure. Là, on a des outils, en fait, pour gérer la tension. Mais on peut aussi piloter la tension avec ces deux flèches pour obtenir vraiment quelque chose d'élégant. Donc voilà, je vais dire comme ça. Comme ça, ajuster les deux, oui, de toute façon il n'y aura pas besoin d'ajuster. Et montrer la courbure, ça va permettre de montrer un petit peu la forme. Alors ici on a une inversion de courbure. Alors ça c'est pas très jojo, là, je vois pas pourquoi. Pourquoi bah, je ne sais pas. C'est dommage. Pourquoi parce que je suis arrondi comme ça, j'ai une courbure comme ça, donc après je plonge et je suis obligé de remonter. Oui, donc c'est normal. C'est logique. C'est pas très important, de toute façon, on aura notre continuité avec l'autre. C'est-à-dire, si j'arrivais à montrer, je sais pas comment on fait, mais si j'arrivais à montrer la courbure de cette courbe plus l'autre, à ce moment-là, on verrait que certainement le peigne ici de courbure montrait comme ça et serait dans la continuité. Donc on a de toute façon une continuité en courbure, même si on inverse la courbure ici, puisqu'on passe de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais décocher ici, je vais valider. Voilà. Et on va faire pareil en dessous, tout simplement. Donc on relance la fonction raccord. Et puis on va donc de là à là. On va laisser les tensions comme ça. On laisse courbure, courbure. On valide. Et nous voilà avec, en principe,
tout ce qu'il nous faut pour faire un très beau raccordement en courbure. Maintenant, l'étape suivante va consister à créer la surface de raccordement. Alors pour remplir ce trou, on va utiliser un outil dans Surface ici, c'est l'outil par exemple N-côté. Alors ça c'est pratique puisque on nous demande en fait les frontières, donc on va les sélectionner, on sélectionne les frontières, voilà, très bien. On nous demande ensuite ici les tangentes au bord, et on peut avoir différentes choses, on peut avoir non, pas tangente, tangente, et puis courbure. Alors je vais laisser courbure comme ça, je vais dire ici valider. On obtient une jolie surface, mais est-ce qu'on est bien finalement raccordé en courbure ici? Eh bien, on va vérifier ça avec analyse ici, hein, avec les isophotes, et on voit tout de suite que ce n'est pas un raccordement en courbure. Pourquoi? Parce que ici, on a des ruptures assez franches finalement. Vous voyez ici, hein, des ruptures assez franches, ça casse directement. On a en fait un raccordement peut-être en tangence, mais en tout cas, ce n'est pas du tout un raccordement en courbure. Donc ça ne va pas du tout. On va remettre ici donc ombrage, et on va utiliser une autre fonction. Alors je ne sais pas pourquoi dans cette fonction, donc on peut l'éditer, hein, cette fonction ici, on a tangente au bord, c'est bien, on a des options tangente, courbure, etc. Mais apparemment ça ne correspond pas à la tangente avec les surfaces qui sont adjacentes. On va simplement supprimer cette fonction. Et on va utiliser quelque chose de plus compliqué. On va utiliser des surfaces UV ici. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai essayé de bricoler avec. Donc là, je ne découvre pas, hein, je me suis déjà un peu penché dessus. Donc ici, il suffit de montrer les courbes en U et les courbes en V. Donc on va dire par exemple que les courbes en U seront les courbes qui vont dans ce sens-là, et les courbes en V seront les deux autres. Donc, première courbe en U, on va dire celle-ci. Moi, j'aimerais bien avoir la flèche qui part du haut. Je la mets ici, dans cette liste, on la voit ici, dans cette liste, et je montre ensuite la deuxième courbe en U. Ici, je vais donc inverser pour qu'elle soit dans le même sens, et je vais la mettre dans la liste en dessous. Je vais faire pareil avec les courbes en V, donc celle-ci, oui, avec la flèche qui descend, c'est parfait. Je la mets vers le bas, et puis celle-ci. Voilà, et je vais inverser le sens, et je vais dire, je la stocke, donc en dessous, on voit donc ici les deux courbes U et les deux courbes V. Et puis, alors ça c'est bien, mais c'est pas suffisant, puisque je veux qu'à cet endroit-là et cet endroit-là, j'ai un raccordement en courbure. Donc ça concerne en fait les courbes en U, et les courbes en U, ici, on veut une continuité ici en G2, et ici une continuité en U en G2. Voilà. Dans les autres directions, je pourrais rajouter des panes pour dire continuité en tangence. Je ne l'ai pas fait, on va accepter ce résultat. Et on va remettre ici donc l'analyse avec les isophotes, et on voit que ce coup-ci, on voit, c'est dommage parce que quand je passe le curseur dessus ça devient jaune, mais on voit ici donc la continuité. Il n'y a pas de cassure en fait sur ces isophotes. On a bien une continuité ici en courbure. Donc le contrat est rempli. Alors tout ça c'est très bien, seulement ces faces ne sont pas cousues les unes aux autres. En fait, on voit ici un trait discontinu bleu, un peu comme ici, ce sont des bords libres tout simplement. On le voit aussi dans l'arbre puisqu'on a cette pièce-là, hein, qui est issue du solide initial, et puis cette nouvelle surface. Et en fait ce sont deux objets bien séparés qu'il va falloir ensuite assembler. Donc je pense qu'on fera une couture ou quelque chose du genre pour faire en sorte que cet objet ne fasse qu'un. Là je vais mettre en pause la vidéo, je vais faire exactement la même chose en bas pour obtenir ce genre de surface, donc continue en courbure avec le reste de la pièce. Voilà, donc la création de cette deuxième surface avec continuité en courbure est faite. On peut regarder d'ailleurs avec l'analyse ici que tout s'est bien passé, effectivement, on a quelque chose de très très propre. On va maintenant remettre l'ombrage, et puis nous allons maintenant procéder à cette opération d'assemblage en fait des différentes faces avec l'outil de couture. Donc toujours dans les outils de surface ici, on va retrouver coudre. Alors coudre va nous permettre
de faire disparaître ces bords libres en pointillés bleus de façon à unir toutes ces faces. Alors, la fonction est relativement simple, il suffit simplement de sélectionner les faces à coudre. Donc, je vais les sélectionner une à une, peu importe l'ordre. On a maintenant tout cet ensemble, on va valider. Voilà, le nombre d'arêtes non unies après couture est 28, oui, pourquoi pas, je pense qu'il s'agit simplement de tous ces bords pointillés que l'on voit au bord de la pièce. En tout cas voilà, les pointillés bleus ont disparu, on se retrouve maintenant avec des arêtes mortes, de toute façon, puisqu'ici il s'agit d'une continuité en courbure, et puis nous avons quand même un résultat relativement élégant. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que maintenant nous n'avons plus qu'un seul objet ici d'en face, alors que juste avant l'opération de couture, on en avait quand même beaucoup plus. Alors, la prochaine opération, maintenant, pour terminer, va consister à créer donc notre solide en faisant une union de cette partie avec son image comme étant le miroir par le plan XZ. Donc il faut d'abord créer le miroir. Donc on est dans surface, on va créer miroir, donc on a miroir géométrie et miroir de fonction. Donc pour moi c'est miroir de géométrie puisqu'on veut de toute façon tout symétriser. Alors entité, il s'agit simplement de sélectionner tout, donc c'est-à-dire pas simplement une face, mais on va aller sélectionner l'objet complet. On revient dans la fonction, le plan. Alors le plan pour moi il s'agit du plan, on va le sélectionner ici, donc XZ. Donc le plan c'est XZ, c'est celui-là, j'espère que ça a marché. Voilà, XZ, j'aurais pu le marquer à la main d'ailleurs. On veut tout de suite faire non pas un objet distinct, mais une union. Ça évite de le faire après, on aura directement l'opération booléenne d'union. Et en principe ça devrait nous donner un solide. On va valider. Et nous voilà avec ce nouvel objet. Donc on va regarder ici. On a effectivement dans l'onglet solide ici, avant on avait donc dans l'onglet surface, dans le conteneur surface, on avait l'objet surface, maintenant on est dans le conteneur solide, on a donc bien obtenu un solide. Alors ici on a des arêtes un peu foncées, il s'agit tout simplement des différentes courbes, d'ailleurs on peut les cacher, voilà, et on se retrouve avec cette jolie tasse. Je vais dézoomer un peu, voilà. Donc la tasse est maintenant terminée. Alors bien sûr, toute cette structure est associative. Il suffirait que je modifie un des éléments dans l'arbre, un des paramètres dans l'arbre, pour que tout se reconstruise et tout soit lié. Bon, j'imagine que ma construction n'est pas très robuste, on l'a vu tout à l'heure, avec le point qui se trouve juste à cet endroit-là. Si je remonte un petit peu l'anse, il y a de fortes chances pour que cette surface ne fonctionne plus. Tout simplement parce que je n'ai pas géométriquement lié en fait cette courbe jaune ici au point qui se trouve juste à l'intersection. Bon, en tout cas, donc ça demande à être peaufiné un petit peu, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que j'ai réussi ici à faire donc des très beaux raccordements en courbure sur cette tasse, c'est-à-dire que localement ici, nous avons des surfaces de classe A. Pour finir, et puis pour améliorer un petit peu le rendu, je me suis amusé à faire une soucoupe pour mettre avec cette tasse, donc on retrouve le modèle de la tasse, de la soucoupe, et enfin j'ai fait un assemblage des deux. Dans cet assemblage, je me suis arrangé pour que la tasse et la soucoupe soient coaxiales, et puis que la surface inférieure de la tasse, qui est torique, soit au contact de la surface intérieure de la soucoupe, qui est plane. Je me suis arrangé pour qu'elle soit donc tangente. Voilà, cette nouvelle vidéo découverte est bientôt terminée. J'ai eu grand plaisir à modéliser cette tasse, à avoir un petit peu le côté hybride de ZW3D, c'est-à-dire sa capacité à mélanger finalement du surfacique et du solide à travers donc cet arbre de construction. Donc tout s'est bien passé, je n'ai pas galéré particulièrement pour obtenir ce résultat. Avec cette première approche, même si je ne maîtrise pas tous les outils, je trouve que le logiciel est très bien fait. On s'y retrouve, les outils sont les outils que l'on trouve ici. Au départ, je pensais que c'était des outils de conception solide, en fait non. Ce sont des outils de conception tout court, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser aussi bien sur du solide
que sur du surfacique. Par exemple, l'extrusion ici fonctionnera aussi bien pour générer un solide à partir d'une face ou générer une face à partir d'un filaire. Voilà, donc on passe assez facilement du surfacique au solide, tout ça est parfaitement miscible. On est face à un logiciel ici qui est un logiciel paramétrique et associatif. Il a tout ce qu'il faut pour plaire et pour réaliser vraiment de belles géométries. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.